Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un monsieur qui se présentait bien, qui avait une belle personnalité, là, à le voir, toujours bien habillé, toujours habillé à la mode. Là. Vraiment, on voyait que c'était un monsieur là, qui s'occupait de lui. C'est dramatique, c'est cauchemardesque, on ne peut croire à ça. Lorsqu'on entend parler de gens qui ont tué, il y a souvent eu une escalade auparavant, une escalade qui a été dissimulée par les proches. Mais c'est pas vrai que c'était un premier geste. Jamais, d'aucune façon, nous avons cru qu'un tel drame pouvait survenir dans notre voisinage. Le jeudi 22 mars 2007, 2 policiers se rendent à une résidence de la rue Milo, au Cap de la Madeleine, à la recherche de 2 personnes portées disparues. Il y avait une disparition qui avait été rapportée au poste de police. Monsieur qui était disparu, monsieur Gaétan Piché. Et aussi, lui-même avait rapporté sa femme qui ne répondait pas à ses appels la veille. Alors, les policiers ont effectué des recherches pour retracer ces 2 personnes-là. Personne ne semble être présent à l'intérieur de la maison. Mais craignant pour la sécurité des personnes disparues, les 2 policiers décident de fouiller la résidence. Lorsqu'ils arrivent au sous-sol, un des policiers fait une découverte horrifiante. En 1969, Lucie Fournier, qui habite la région de Matane, ne parvient pas à dénicher un poste d'enseignante et déménage à Montréal pour trouver un emploi. Elle y fait la rencontre de Gaétan Piché, un bibliothécaire qui partage sa passion pour la pratique religieuse. C'est le coup de foudre. Lucie Fournier et Gaétan Piché se marient la même année. Ils s'établissent sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Un an plus tard, en 1970, Lucie donne naissance au seul enfant que le couple aura, un garçon que l'on prénomme Alain. Cette année-là, la petite famille déménage au Cap de la Madeleine, un arrondissement de 33 000 habitants de la ville de Trois-Rivières. La famille Piché se mêle très peu aux voisins et passe pratiquement inaperçue. Je voyais régulièrement madame qui étendait son linge et c'est cette façon-là qu'on a pu entrer en communication l'une l'autre. Puis on se disait bonjour, bonne journée, mais ça n'a jamais été une relation, j'allais vous dire saine, mais oui, elle était saine, notre relation, mais ça n'a jamais été une relation de bon voisinage. Les voisins ignorent que le père de la famille Piché, Gaétan, est affligé d'une maladie mentale, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale grave, relativement fréquente, qui se caractérise par une désorganisation du fonctionnement de l'esprit humain, désorganisation des pensées, de la réflexion, mais aussi du ressenti et de l'expression des émotions, et éventuellement, ça débouche sur une désorganisation du comportement. Gaétan, lui, suit un traitement quotidien qui lui permet d'être stable, contrairement à d'autres personnes atteintes de la maladie. Sa place peut être à un extrême dans un hôpital sécuritaire comme le nôtre, avec très peu de sorties, et à un autre extrême, sur le marché du travail, à vivre avec son conjoint ou sa conjointe, et puis à mener une existence paisible et rangée. Alors c'est tout un éventail, ça, la schizophrénie. Malgré ces traitements, Gaétan devient facilement irritable, et ses voisins remarquent peu à peu des changements dans son comportement. Il y avait un petit jardin, il y avait peut-être une vingtaine de plants de rhubarbe. Puis là, à tous les jours, il parlait à sa rhubarbe, puis il flattait sa rhubarbe. Il lavait chaque feuille de sa rhubarbe, puis il disait, ben vous avez bien fait ça cette nuit, puis continuez de même, puis je vais continuer à m'occuper de vous autres. Les curieuses habitudes de la famille Piché éveillent les soupçons des voisins. Ce qui nous apparaissait étrange et anodin du même coup, c'était que jamais on a vu un store ouvert, jamais on a vu une porte non verrouillée, jamais on a vu
de visite, là, j'ai jamais vu Alain jouer dans leur cour. Encore moins dans la nôtre, évidemment. Mais j'ai jamais vu Alain comme enfant, là, avec un ballon, avec... d'aucune façon. Alain, le fils de Gaétan et Lucie, commence lui aussi à ressentir certains symptômes de la schizophrénie. Mais sa mère tente de nier la maladie et évite une consultation médicale qui permettrait d'établir un diagnostic. C'est une réaction humaine d'un parent de ne pas vouloir voir l'évidence. Ce sont souvent des personnes qui sont moins émotionnellement impliquées, qui vont constater que non, ça n'est pas une crise d'adolescence, non, ça n'est pas juste une phase, il y a une maladie qui est en train de s'installer. Le temps passe et les Piché continuent de vivre à l'abri des regards. Alain, lui, poursuit ses études, mais il reste toujours en marge des autres étudiants. Il devient presque impossible de percer la forteresse érigée par la famille Piché. Il y a une fois que j'avais affaire à Mme Piché, entre autres, puis je savais qu'elle était là. Alors, je cogne à la porte, pas de réponse. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'autre bar pour me dire, Mme Piché, c'est votre voisin, M. Rouf. J'aimerais ça vous parler, vous rencontrer pour vous parler. Elle a dit, c'est bien, M. Rouf. Elle a dit, vous pouvez venir à un moment donné. Mais là, j'ai jamais pu rentrer dans la maison quand même. Là. Au début des années 90, Alain entreprend des études à l'université. Et malgré les symptômes de sa maladie, il réussit à obtenir un baccalauréat en comptabilité. Il y a des schizophrènes qui certainement peuvent travailler, occuper un emploi, gagner leur vie, être autonomes. C'est évident que ces gens-là, probablement, performent socialement à un niveau moindre que ce qu'ils auraient atteint s'ils n'avaient pas souffert de schizophrénie. La maladie dont Gaétan et Alain sont atteints provoque de nombreuses tensions au sein de la famille Piché. Lucie fait tout en son pouvoir pour calmer son mari et son fils. Mais le climat familial se dégrade de plus en plus. La tension est telle que la moindre contrariété provoque des accès de colère entre les deux hommes. La situation devient rapidement insoutenable. Et Lucie est partagée entre la tentation de demander du secours et le désir de garder son secret. Alain pose alors un ultimatum à sa mère. Il lui demande de choisir qui restera à la maison, lui ou son père. Lucie Fournier est témoin de l'escalade de la tension entre son mari et son fils. Elle est confrontée à une situation déchirante. Mais quel choix fera-t-elle ? Lucie Fournier vit isolée avec son mari Gaétan Piché, qui est atteint de schizophrénie, et son fils Alain, qui en présente les symptômes. À la demande de son fils, elle doit choisir entre lui et son mari, qui des deux partira vivre ailleurs. Le couple convient qu'il vaut mieux qu'Alain reste à la maison. Gaétan est alors placé dans un centre spécialisé, d'où il peut sortir la fin de semaine pour rendre visite à sa femme et son fils. C'est à cette époque qu'Alain se trouve un emploi de vérificateur comptable dans une entreprise. Il était dans sa bulle, il arrivait le matin, il disait bonjour, là, parce que moi, il me voyait le matin en arrivant, là, mais il s'en allait tout de suite dans son bureau, puis il parlait pas à personne. Là. Il allait chercher son verre d'eau, s'assoyait, puis il travaillait. Les collègues d'Alain remarquent rapidement qu'il a un comportement étrange, même si son travail demeure irréprochable. C'est sûr que dans l'ensemble, les lois changent souvent. Donc, lui, il était le premier à être à jour. C'est sûr qu'en étant comptable agréé, tu reçois des revues. Lui, il était toujours à la page. Là, il y avait les dernières modifications de la loi. Il se tenait les discours du budget. Là, le soir, il devait étudier ça. Là. Le lendemain, il était au courant des changements. Donc, on allait voir Alain et Alain, lui, il pouvait nous sortir la page, le paragraphe que la loi était inscrite. On l'avait.
Les collègues d'Alain ne peuvent imaginer sa vie à l'extérieur du bureau et encore moins soupçonner l'emprise qu'il exerce sur sa mère. Mais au travail, il en va différemment. Alain fait face aux moqueries de ses collègues et il y réagit très mal. Moi, là, j'ai jamais mis pour m'amener mon lunch puis mettre une pomme dans un sac Ziploc, là. Tu sais, des petites affaires bizarres, là. Tu te dis, voyons donc, là. Puis là, on pensait que c'était sa maman qui faisait son lunch, là. Puis ça, il haïssait ça quand on dit, tiens, maman, t'as fait une bonne soupe à midi. Là, ça le fâchait, là. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème, là. À 32 ans, Alain Piché est officiellement diagnostiqué schizophrène. C'est à ce moment que les choses commencent à basculer à son travail. Des fois, on posait des questions sur sa vie personnelle, mais il mettait une barrière, on pouvait pas aller plus loin. Alain se mêle de moins en moins à ses collègues et devient des plus étranges quand vient le temps d'interagir avec eux. Il se méfiait tout le temps, là, tu sais, je veux dire, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière lui, là. Tu sais, si on marchait derrière lui, il aimait pas ça, je pense, là. Mon supérieur l'avait envoyé chez un client qui était une société d'État. Donc, c'était un gros dossier. Et quand il a fallu le retirer du dossier parce que il était convaincu que les gens là-bas l'empêchaient de faire son travail. Il lui donnait pas les chiffres, il donnait des faux chiffres. Là, il se sentait persécuté là, dans ce travail-là. Donc, il a fallu le retirer du dossier. Là, ça avait aucun bon sens. Alain était déjà agressif à la maison et au bureau. Et c'est maintenant ses clients qui font l'objet de ses colères. On voyait qu'il était de plus en plus agressif, envers nous aussi, hein, parce que là, c'est là que j'ai averti mon supérieur que je pense qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Alain se sent humilié par ses collègues et quitte son emploi sans les prévenir. C'est arrivé assez subitement. Quand on a vu des signes d'agressivité, à un moment donné, il est parti pour vacances puis il est jamais revenu. Tu sais, là, les patrons l'appelaient, tu reviens-tu au travail, puis il revenait pas. En 2004, Alain se retrouve officiellement sans emploi. Il vit toujours seul avec sa mère Lucie, avec laquelle il est maintenant devenu tyrannique. Lorsque Lucie fait l'épicerie, Alain lui interdit d'acheter certains produits. Il la menace de faire une crise si elle ose transgresser ses ordres. Lucie a peur de son fils et obtempère pour éviter ses attaques. Alain se laisse de plus en plus aller et ne prend plus sa médication. Quand Lucie lui fait remarquer, il l'insulte. C'est impératif qu'une personne susceptible d'être violente en raison de sa maladie se voit imposer un traitement et, au besoin, un milieu de vie permettant d'assurer que le traitement est suivi. Beaucoup de patients qui souffrent de maladies mentales graves ont une réponse très intéressante à la médication, mais malheureusement ne réalisent jamais à quel point ils ont été malades. Alain devient violent avec Lucie. Elle se résout à appeler la police. Mais pour le protéger, elle refuse finalement de porter plainte contre lui. Alors, ces gens, lorsqu'ils veulent cesser leur médication, si dans l'évolution de leur maladie, ils ont été violents, moi je pense que la société, via les tribunaux, dans un processus ouvert, adversatif, est légitimée d'imposer un traitement à des personnes contre leur gré, permettant qu'ils ne passent pas leur vie en prison ou à l'hôpital, mais dans la société, avec l'obligation de recevoir leur injection ou d'avaler leur comprimé pour pouvoir fonctionner correctement. Alain va jusqu'à frapper sa mère. Lucie appelle encore une fois les policiers et Alain est conduit à l'hôpital, mais elle refuse toujours de porter plainte contre lui. Il y avait eu des voies de fait de la part de M. Piché sur sa mère et des menaces de mort. Alors là, les policiers ont fait une intervention, ont demandé les ambulanciers sur place et il lui a été conduit au centre hospitalier
où il a été vu par un psychiatre. Les policiers ont rencontré madame par la suite et elle a refusé de porter plainte. Les policiers, ce sont des protecteurs, ce sont nos anges gardiens, là, mais c'est pas des thérapeutes. Alors eux, ils vont ramasser quelqu'un là, qui est en train de brutaliser une autre personne et ils décident, on l'amène à l'hôpital. Et puis une fois à l'hôpital, s'il n'y a pas d'information collatérale, si la victime potentielle est la première à revenir chercher sa progéniture là, pour dire, bon, écoutez, je le ramène à la maison, c'est beau, c'est réglé, il le fera plus. Bon, c'est assez limité, là, les solutions qu'on a. Faut avoir de l'information. Isolée avec son fils, Lucie Fournier est confrontée à des menaces de mort. Elle sait que sa vie est maintenant en danger. Mais trouvera-t-elle la force de porter plainte contre son propre fils? Alain Piché quitte son travail peu de temps après être diagnostiqué schizophrène. Incapable de se trouver un nouvel emploi, il vit seul avec sa mère Lucie, à qui il fait vivre des moments de terreur. L'étau semble se refermer sur Lucie. Alain ne prend plus sa médication et son état se dégrade de plus en plus. Il passe de longs moments à établir un plan pour se débarrasser de ses parents. L'individu ressent bien que quelque chose d'anormal est en train de se produire, qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne réagit pas, qu'il ne ressent pas les choses comme auparavant. Puis, un jour, le patient croit trouver une explication à son désarroi. Et l'explication peut être une mission divine, peut être un voisin qui le persécute, peut être un poison qu'on a abominablement mis dans sa soupe, peut être une intervention des extraterrestres, un ressuscité, enfin... Les limites de l'esprit humain quand il s'agit de concevoir un délire sont assez vastes. Le mardi 20 mars 2007, Alain Piché est en plein épisode de délire. Il doit absolument couper les liens avec sa mère, qui est selon lui un frein à la mission qu'il doit accomplir. Alain Piché croit en effet être l'élu d'une communauté de 500 000 habitants du sud de la France, dont il doit sauver l'âme. Souvent, il y a une interaction tout à fait réel. Les proches qui aiment la personne souffrante essaient d'imposer des limites à ces comportements qui peuvent être dérangeants, qui peuvent être gênants pour la famille, peuvent l'inciter à accepter un traitement que le patient refuse et une escalade s'ensuit. C'est comme ça que beaucoup de gestes violents, plus ou moins sérieux, sont posés. En proie à des hallucinations persistantes, Alain passe à la première phase de sa mission divine. Au cours de la soirée du 20 mars 2007, Lucie se prépare à prendre sa douche. Alain s'approche alors lentement de la salle de bain. Si on se place dans la perspective du schizophrène qui est convaincu, comme je vous le disais, qu'il y a une invasion martienne qui s'en vient, qu'il y a les délires terribles d'un schizophrène, écoutez, si c'était notre réalité, je pense qu'on serait aussi angoissé que le schizophrène. Alain entre dans la salle de bain et sans hésiter frappe sa mère à plusieurs reprises avec une hache. Lucie s'effondre, inanimée. Alain regarde le corps de sa mère sans manifester la moindre émotion. Il se dirige alors vers la cuisine et s'empare d'un couteau. Toujours délirant, Alain passe à la deuxième étape de son plan diabolique et décapite sa mère. Alain descend au sous-sol et vide le congélateur de son contenu afin d'y faire de l'espace pour placer le corps de sa mère. Alain remonte ensuite à l'étage. Il enroule le corps de sa mère dans une couverture et le descend au sous-sol. Le corps est lourd, mais Alain, en pleine crise de délire, voit ses forces décuplées. Alain est méthodique et agit avec sang-froid. Il place soigneusement le corps dans le congélateur, mais laisse le sac contenant ses vêtements à côté.
Après avoir tué sauvagement sa mère, Alain Piché s'affaire à nettoyer les nombreuses traces de sang qui se trouvent dans la salle de bain. Le lendemain, Gaëtan Piché appelle à la maison plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Lucie, mais personne ne répond. Gaëtan est inquiet, car Lucie n'a pas l'habitude de ne pas retourner ses appels. Il communique avec les policiers et leur fait part de ses inquiétudes. Il insiste même pour qu'ils effectuent une vérification sur place. Les policiers hésitent, mais les insistances de Gaëtan portent fruit. Il y a un policier qui s'est rendu sur les lieux à ce moment-là et qui a constaté que les voitures étaient là, mais il n'y avait pas de réponse. Et a donné un retour téléphonique à M. Piché. Le policier ne peut rien faire de plus. Gaëtan n'est pas rassuré et décide d'aller vérifier de lui-même ce qui se passe à la maison familiale. M. Piché a quitté la résidence pour se rendre sur la rue Milot, en autobus. Et par la suite, il n'a jamais retourné à la résidence. Les membres du personnel de la résidence où Gaëtan demeure s'inquiètent. Eux autres ont trouvé ça anormal parce que, avec les années, ça fait quand même plusieurs années qu'il habitait à cette résidence-là, c'était jamais arrivé. Il allait passer les fins de semaine chez lui, mais jamais au milieu de la semaine, comme ça, il quittait, là, puis il revenait pas. La disparition de Gaëtan Piché est rapportée à la police par l'établissement où il est traité. Le jeudi 22 mars, 2 policiers se rendent à la maison de la famille Piché sur la rue Milot. Mais personne ne répond à la porte. Les policiers sont retournés le 22 pour faire des vérifications pour voir ce qui était passé avec M. Gaëtan Piché. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à la résidence en obtenant pas de réponse. Les 2 voitures étaient encore dans l'entrée, c'est-à-dire celle du fils qui était Alain Piché et celle de la mère. Alors, on fait venir des serruriers sur place. Le serrurier a ouvert la porte et les policiers sont entrés à l'intérieur. On fait des appels, voir s'il y avait quelqu'un. Ils n'obtenaient pas de réponse. On vérifiait, les lieux avaient de l'air à l'ordre, c'était propre. Bien que les 2 véhicules de la famille soient garés dans l'allée, personne ne semble être à l'intérieur de la maison. Intrigués, les policiers commencent leur fouille, loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Le 20 mars 2007, Alain Piché est en plein délire schizophrénique et décapite sa mère Lucie Fournier. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme, Gaëtan Piché quitte sa résidence et part à sa recherche. Lorsque Gaëtan Piché arrive chez lui l'après-midi du mercredi 21 mars, personne ne semble être dans la maison. Mais Gaëtan tombe bien vite face à face avec Alain qui sort de la salle de bain. Il lui demande aussitôt où se trouve sa mère. Mais Alain fait la sourde oreille. Alain va chercher une hache au sous-sol. Lorsqu'Alain revient à la salle de bain, il se précipite sur son père et essaie de le frapper. Gaëtan résiste un moment, mais Alain finit par avoir le dessus. Il frappe son père violemment avec la hache. Alain décapite son père avec un étonnant sang-froid. Il le déshabille et le dépouille. Il décide de conserver son portefeuille
et, plus curieusement, de s'emparer de son jonc de mariage. Il procède ensuite exactement de la même façon que lors du meurtre de sa mère. Il enroule le corps dans une couverture et le descend dans le débarras du sous-sol. Il semble savoir précisément ce qu'il doit faire, selon le plan qu'il s'est établi. Il place le corps de son père dans le congélateur, où se trouve déjà celui de sa mère,